Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. La course à l'intelligence artificielle. L'IA, nouvelle arme géopolitique, ne cesse de faire parler d'elle. De plus en plus présente dans nos vies, elle fait l'objet d'une compétition mondiale qui s'accélère. L'un des nerfs de la guerre dans cette course effrénée, ce sont les centres de données, des centres extrêmement gourmands en électricité. Par l'intelligence artificielle circule, la pollution du monde de l'information apparaît comme l'un des grands dangers du recours croissant à l'IA. Nous irons en Allemagne. Entre fascination et crainte, entre progrès et danger, le développement foudroyant de l'intelligence artificielle ne laisse probablement personne indifférent. En tout cas pas les géants de la tech ni les États qui pensent que la maîtrise de l'IA sera l'une des clés de leur toute-puissance. À peine investi, Donald Trump annonçait un plan d'investissement de 500 milliards de dollars pour développer des infrastructures de l'IA. À peu près au même moment, la société chinoise DeepSeek présentait son propre robot conversationnel qui concurrence notamment ChatGPT. L'Europe, elle, tente de trouver sa place. La France, associée à l'Inde, vient d'accueillir un sommet important pendant lequel des promesses de milliards d'investissements ont également été faites. La course à l'intelligence artificielle est impressionnante. Pour certains, cette révolution en marche serait comparable à celle dans l'histoire de l'irruption de l'électricité ou même plus largement de la révolution industrielle, avec ses enjeux économiques et de puissance. Mais que dire par exemple des enjeux humains et environnementaux? Avec un tel bouleversement, les bienfaits tout comme les risques peuvent être nombreux. On en parle dans un instant avec le chercheur Jérôme Duberry, mais tout d'abord le point sur cette compétition mondiale. Dès ses premiers jours au pouvoir, Donald Trump fait de l'intelligence artificielle une priorité. Ce décret annonce la politique de l'administration visant à faire de l'Amérique la capitale mondiale de l'intelligence artificielle et à dominer et à diriger le monde dans ce domaine. Et ça devrait nous amener à l'avant-garde, n'est-ce pas? Absolument. Notamment grâce au projet Stargate. 500 milliards de dollars d'investissement privé sur 5 ans. Objectif, construire une infrastructure de nouveaux data centers pour développer des systèmes d'IA encore plus performants. Cette annonce américaine est rapidement éclipsée par DeepSeek. Quelques jours seulement après son lancement, le programme de cette start-up chinoise conquiert le monde. Aussi performant que son concurrent ChatGPT, il n'aurait coûté officiellement que 6 millions de dollars contre des milliards pour son homologue américain. Beaucoup d'acteurs américains pensaient, avec peut-être un peu d'arrogance, qu'ils avaient 2 ans d'avance sur la Chine. Et cela s'est révélé complètement faux, parce que ce nouveau modèle égale et dépasse même les meilleurs modèles que nous avons ici, aux États-Unis, à l'heure actuelle. La surprise est d'autant plus grande que DeepSeek n'a pas pu utiliser les puces électroniques les plus performantes. Les États-Unis ont interdit leur exportation vers la Chine depuis 2022. Compte tenu de ces restrictions sur le matériel, les entreprises chinoises ont essayé d'innover dans le domaine des logiciels, ce qui a en fait accéléré le développement de l'IA chinoise grâce aux restrictions à l'exportation. La Chine, qui compte devenir leader mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2030, talonne son rival américain et bouscule le marché. Mi-février, Paris accueille un sommet sur l'IA qui rassemble des dirigeants du monde entier et des acteurs majeurs du secteur. Objectif, repositionner la France et l'Europe dans la bataille de l'intelligence artificielle. Trop souvent, j'entends dire que l'Europe est en retard dans la course, tandis que les États-Unis et la Chine ont déjà pris de l'avance. Je ne suis pas d'accord, car la course à l'IA est loin d'être terminée. L'UE lance l'initiative InvestAI visant à mobiliser 200 milliards d'euros pour soutenir le développement du secteur en Europe. Ce sera le plus grand partenariat public-privé dans le monde pour le développement d'une IA fiable. L'Europe, qui tente de tracer une 3e voie entre la Chine et les États-Unis. Une 60aine d'États, dont l'Inde, la Chine, mais aussi l'Union européenne, ont signé une déclaration pour une intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique. Les USA et la Grande-Bretagne ne font pas partie des signataires.
D'autres pays se positionnent dans la course. Les Émirats arabes unis investissent des dizaines de milliards de dollars, notamment via des partenariats avec les Américains Microsoft, OpenAI ou Nvidia, mais aussi dans d'énormes projets de data centers, notamment en France. Si l'on parle des ambitions des Émirats arabes unis dans tous les domaines ou secteurs, le moteur principal est toujours d'être les premiers. Cette monarchie du Golfe prévoit d'ailleurs de lancer de nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Ce qui s'est passé avec DeepSeek est une nouvelle preuve que de petites équipes, des équipes agiles, de pays agiles, peuvent agir rapidement et avoir un impact. Donc nous apprenons et nous lancerons également d'autres modèles dans ce domaine. L'intelligence artificielle, instrument stratégique. Elle redessine nos sociétés, la géopolitique. Son développement précipite le débat sur sa régulation. Vous êtes enseignant, chercheur, directeur du Tech Hub à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, également chercheur au Centre Albert Hirschman sur la démocratie. Cette succession d'annonces en ce début d'année, on l'a entendu, montre bien cette course vraiment effrénée, mais avec des visions du monde qui s'affrontent. Oui, tout à fait. On a vu différentes annonces, que ce soit aux États-Unis, 500 milliards d'investissements pour le projet Stargate, au niveau européen et français, un peu plus de 300 milliards. Et en effet, ces annonces, elles s'inscrivent à un moment un peu de frénésie autour de l'intelligence artificielle. Et c'est des annonces d'investissement dans une infrastructure de l'intelligence artificielle qui est composée à la fois de data centers, on va y revenir tout à l'heure, mais aussi de réseaux, de communication, de talents humains, et également de supercalculateurs. Donc c'est en fait un ensemble, un écosystème qui est en plein développement et qui demande des grands investissements. Et l'IA est devenue une arme géopolitique. Il n'y a qu'à entendre un peu ce vocabulaire utilisé par les acteurs. Oui, tout à fait. Et on voit aujourd'hui, alors on parle d'enjeux de puissance et de géopolitique avec l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, comme toute technologie, est à double usage, aussi bien civil, mais aussi militaire. Et donc, l'intelligence artificielle est à la fois un outil militaire et sécuritaire. On le voit en Ukraine, à Gaza, au niveau du renseignement, de la surveillance, des armes autonomes comme les drones. Mais on le voit aussi au niveau économique. Ça fait partie, en particulier, des enjeux de demain, l'intelligence artificielle qui transforme les domaines de la santé, de la finance, des transports et autres. Certains comparent cela aux années 50-60 avec la conquête de l'espace, dans ce narratif. Oui, tout à fait. Et ça correspond vraiment à cette course en avant, aussi bien au niveau militaire que économique, où en fait il y a des narratifs qui soutiennent ces développements-là. En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut différencier en fait l'intelligence artificielle que nous avons aujourd'hui. On parle en anglais de Artificial Narrow Intelligence, ou une intelligence artificielle qui est, on peut dire, limitée à un usage particulier. Par exemple, ChatGPT pour, par exemple, une traduction, par exemple, utiliser l'intelligence artificielle pour les échecs, etc. Et puis, le futur, une intelligence artificielle générale qui pourrait être utilisée pour un grand nombre d'applications. Et donc, c'est vraiment la course à savoir qui est-ce qui sera le premier à lancer cette future intelligence artificielle. Révélateur des enjeux de puissance, des enjeux militaires également, vous l'avez souligné. Oui, tout à fait. Si vous avez une intelligence artificielle qui est la plus puissante, vous allez pouvoir avoir accès à des informations, à une analyse de situation et donc beaucoup plus de puissance que d'autres États. Et cela permet aux diplomates, m'avez-vous dit, pour préparant l'émission, d'être à niveau finalement, que toutes les délégations soient à niveau. Oui, c'est très juste. On forme les diplomates, nous et d'autres acteurs de la Genève internationale, à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les négociations internationales. Et c'est très intéressant parce que c'est un outil qui permet, en particulier pour les plus petites délégations, donc délégations de pays plus petits du Sud global, de participer aux négociations internationales avec en effet une capacité qui se retrouve plus ou moins au même niveau que les grandes délégations. Donc ça permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour préparer les négociations multilatérales et aussi pendant, et donc analyser des ensemble de données, puisque la diplomatie est avant tout une activité basée sur le texte. On a vu le cas américain, le cas chinois.
Et l'Europe, avec ce sommet à Paris, et l'Europe dans tout cela, est-ce que vraiment elle cherche cette troisième voie? Oui, l'Europe cherche sa troisième voie. Alors, c'est pas nouveau. On l'a vu déjà au niveau de la gestion des données. On peut dire que l'Union européenne a toujours été un peu cette troisième voie entre la Chine et les États-Unis au niveau technologie numérique, avec une régulation d'avant-garde et puis des valeurs. Parce qu'encore une fois, la technologie est une expression des valeurs, donc c'est aussi un filtre et ça limite aussi notre manière de nous comporter. Et rapidement, d'autres acteurs, comme les Émirats arabes unis, sont entrés dans la course? Oui, tout à fait, avec de grands investissements et là aussi l'intention de diversifier en fait l'économie de ces pays avec un investissement dans la technologie et les technologies de demain. Et on l'a relevé en matière d'investissement, les Émirats arabes unis souhaitent la construction en France d'un data qui stocke les données et fournissent les énormes capacités de calcul requises par l'IA, font partie des nerfs de la guerre dans la course effrénée que se livrent les géants du secteur. Mais voilà, ils sont très gourmands en électricité. La consommation en énergie pourrait d'ailleurs plus que doubler d'ici 5 ans. Dans l'Essonne, ce campus ne dort jamais. Ici, dans des salles hautement sécurisées, des milliers de serveurs informatiques fonctionnent jour et nuit. Ils stockent et traitent les données numériques de clients comme des grands groupes du CAC 40. En France, la construction de ces data centers s'accélère pour répondre à une demande toujours plus exponentielle de services numériques et au développement de l'intelligence artificielle. Si on veut gagner cette bagarre de l'IA en Europe et en France, on a besoin de nouveaux data centers dans les 4 prochaines années. La France est encore loin de talonner les États-Unis dans la création d'infrastructures, mais elle séduit les investisseurs pour son réseau électrique performant, l'essor des énergies renouvelables et aussi son industrie nucléaire. Aux États-Unis, les géants du numérique comme Amazon et Microsoft ont déjà investi des milliards dans le nucléaire pour alimenter leurs centres de données. En moyenne, une question posée à un robot conversationnel demande 10 fois plus d'électricité qu'une simple recherche sur Internet. Les data centers consomment entre 1 et 2% de l'énergie mondiale. Cela pourrait atteindre 4% d'ici 5 ans, avec près d'un tiers des besoins accaparés par l'intelligence artificielle. Alors, pour réduire leur empreinte, les entreprises s'organisent. À Marseille, dans cette ancienne base allemande de sous-marins, une société américaine a misé sur un système de refroidissement qui lui permettrait de réduire de 20% son empreinte énergétique. En utilisant une eau de rivière souterraine impropre à la consommation, impropre à d'autres usages, mais qui nous permet de faire un refroidissement naturel sans utiliser d'électricité pour faire tourner nos groupes froids. Au Québec, la région se voit déjà en Eldorado vert du marché. On vient ici parce que c'est pas cher, mais surtout parce que c'est une énergie qui est renouvelable. 99% de l'électricité au Québec, c'est de l'énergie qui est renouvelable. En Suisse, une entreprise réutilise la chaleur produite par ces centres pour chauffer jusqu'à 6000 ménages. Et puis pour Microsoft, la solution était sous-marine. Un projet de centre immergé au large des côtes écossaises a finalement été abandonné l'an dernier, en raison notamment de son coût élevé. La Chine tente à son tour l'expérience au large de données demande une énergie folle. L'exemple de l'Irlande, les 21% de son électricité sont absorbés par ces centres. C'est énorme. C'est énorme. Alors en Suisse, on est à peu près à 3,6%, donc on est beaucoup moins. Mais en effet, ça demande à la fois des ressources en termes d'électricité, mais aussi d'eau, des minéraux, des métaux rares qu'on doit aller chercher dans les 4 coins du monde. Est-ce que cela explique le rapprochement des investisseurs avec, on va dire, des pays où le lobby du nucléaire est important, comme en France? Oui, tout à fait. Et on le voit aussi en Chine, qui investit massivement dans des énergies renouvelables, en particulier le solaire. Donc oui, en fait, l'électricité va être un élément clé dans l'avenir de l'intelligence artificielle. Dans ce domaine-là, la Suisse est bien placée? Oui, alors la Suisse si on parle d'infrastructure de l'intelligence
l'intelligence artificielle, c'est il faut à la fois les centres de données, des supercalculateurs et un réseau de communication. Donc la Suisse est extrêmement bien placée à ce niveau-là. On a aussi évidemment le talent humain avec nos grandes écoles, EPF, universités, hautes écoles. Mais quel est vraiment l'intérêt, puisque ça demande vraiment autant d'énergie, pour les pays d'héberger de tels centres? Alors on parle ici de souveraineté numérique, c'est-à-dire la capacité d'un État de contrôler, de réguler à la fois les infrastructures, les données pour les intérêts vitaux nationaux. On voit aujourd'hui que les États-Unis essayent de restreindre l'accès à certaines technologies, en particulier les puces de dernière génération, Nvidia. Et donc si nous dépendons d'autres États pour accéder à cette technologie, nous devenons extrêmement dépendants à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc on parle d'autosuffisance technologique. Si l'on observe la carte un peu de ces centres, la géographie de ces centres, on constate un creusement du fossé numérique. Oui, on parle de fracture numérique qui existe depuis longtemps. On parle de fracture numérique au niveau d'Internet aussi et de la distribution d'infrastructures d'Internet. Mais il y a le risque, en effet, que l'intelligence artificielle accentue cette fracture entre les États qui ont cette infrastructure numérique et d'intelligence artificielle et les autres qui n'en ont pas et du coup qui deviendront dépendants de ceux qui ont cette infrastructure. Contrôler ces données, c'est potentiellement contrôler l'information ou la désinformation? Oui, tout à fait. Si on se rappelle quelques années auparavant, il y avait beaucoup de discussions autour de Huawei et qui justement potentiellement permettait au gouvernement chinois d'écouter et de surveiller les données et les discussions qui se passaient dans les États étrangers. Puis les systèmes d'intelligence artificielle peuvent aussi être instrumentalisés à des fins de déstabilisation. On sait par exemple que de nombreuses vidéos de désinformation générées par l'IA circulent. Elles s'inscrivent parfois dans des opérations d'ingérence. En Allemagne, les autorités s'en inquiètent. Regardez ce reportage tourné peu avant les élections fin février, donc pendant la campagne. Le pain quotidien de cette rédaction, c'est la chasse à la désinformation. Sarah Toust sillonne inlassablement le net. Sa dernière trouvaille, un article vu des centaines de milliers de fois depuis décembre dernier, qui affirme que l'Allemagne veut importer 2 millions de Kenyans sur le marché du travail allemand. Comme on le voit ici, on a créé un faux site internet, de toutes pièces. Tout est faux. Et c'est un schéma classique que l'on retrouve dans les méthodes de désinformation russes. À l'approche des élections fédérales, les tentatives de déstabilisation russe s'intensifient. Markus Faber, un fervent soutien de l'Ukraine, vient d'en faire les frais. Dans cette vidéo, un homme qui se présente comme l'un de ses anciens collaborateurs affirme que le député est un espion russe, une séquence générée par l'intelligence artificielle. Je dirige la commission de défense du Bundestag dans la 3e puissance économique du monde, l'Allemagne. Je défends le droit des Ukrainiens à se défendre dans l'intérêt de l'Allemagne, mais aussi de l'Ukraine. Et c'est évidemment un positionnement qui dérange la dictature russe au plus haut point. Tous les experts sont formels. L'Allemagne, plus que tout autre pays européen, est dans le viseur de Moscou. Sur les réseaux, il est quasiment impossible aux électeurs d'échapper à ces tentatives d'influence. Dès que je vois des vidéos avec une voix artificielle, je scrolle et j'évite de regarder. On voit tellement de fausses informations, les objectifs sont clairement politiques. Selon l'ONG allemande CEMAS, la campagne de désinformation russe avec ses faux articles baptisés Doppelgänger cherche avant tout à renforcer le parti d'extrême droite AfD. De quoi inquiéter la concurrence politique, comme les écologistes. Dans une élection, 1, 2 ou 3% peuvent faire toute la différence. Et il est évident que ces campagnes de désinformation et d'ingérence illégitime peuvent faire pencher la balance. D'autant que les Allemands semblent sensibles à ces contenus. Selon une étude, 30% de la population ne croit pas que la Russie diffuse délibérément de fausses informations. Jérôme Duberry, voilà l'un des grands dangers du recours croissant à l'IA, les fausses informations, les fausses vidéos. Oui, tout à fait. Alors, on peut dire que la manière de lutter contre la désinformation, évidemment, c'est très complexe, ça demande plusieurs approches. Une approche technologique, où on va utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les faux contenus, l'hypertrucage, pour aussi modérer le contenu, pour s'assurer qu'on ait peu ou moins de désinformation. Et puis, il y a aussi toute la partie régulation et enfin sensibilisation, éducation. Donc là, les écoles, les universités jouent un rôle très important.
Oui, donc la question, c'est vraiment comment lutter contre ces hyper-trucages. Est-ce qu'on pourrait apprendre aux outils à reconnaître justement les sources fiables des sources de propagande? Oui, alors c'est déjà le cas. Ce sont alors la régulation européenne, par exemple, l'exige des grandes plateformes que nous utilisons tous les jours. Mais ici se posent deux questions. La première, c'est justement de pouvoir identifier la désinformation. Qu'est-ce qu'une fausse nouvelle? Qu'est-ce qu'une fausse information? C'est pas toujours très clair. Et puis l'autre point, c'est nos propres biais, nos biais cognitifs à nous en tant qu'humains. Par exemple, le biais de confirmation. Parfois, on a envie de voir une certaine information et donc on sera beaucoup moins ouvert peut-être à une information qui sera corrigée. Et puis pour la manipulation, il n'y a pas forcément besoin de trucage. Elle peut se faire en amont, simplement en supprimant les données, comme à une époque, on brûlait des livres, par exemple. C'est l'autodafé de l'IA. Oui, tout à fait. Et encore une fois, là, le rôle des grandes plateformes de choisir quel contenu on garde ou pas, quel contenu on censure ou pas, c'est beaucoup de pouvoir donné à ces grandes plateformes technologiques et à l'intelligence artificielle qui joue ce rôle de modération. Au sommet de Paris, 58 pays ont signé une déclaration pour une IA ouverte, inclusive et éthique. Est-ce qu'elle va conduire à penser l'IA comme un bien commun? Est-ce que c'est possible, cela? Alors on peut dire qu'il y a une partie qui est très positive dans ce sommet, qui est le deuxième sommet mondial sur l'intelligence artificielle. C'est le fait de voir que la Chine et 60 États, dont la Suisse, ont signé cette déclaration. D'autre part, on peut voir aussi que les États-Unis et la Grande-Bretagne ne l'ont pas signé. Donc on voit à la fois une préoccupation des États pour réguler l'intelligence artificielle, mais aussi une certaine fragmentation parce que, en effet, la technologie est une expression de valeurs et ces valeurs diffèrent d'un pays à un autre. Pourrait-on imaginer un cadre contraignant, élaboré, mais alors cette fois-ci démocratiquement? Alors on a au niveau international, multilatéral, un pacte pour le numérique qui a été adopté au Sommet du Futur il y a quelques mois à New York. On a des acteurs internationaux comme l'Union internationale pour les télécommunications à Genève qui sont très actifs dans ce domaine pour trouver des standards, l'ISO à Genève également et d'autres. Donc on va peut-être partir plutôt sur des standards communs de l'intelligence artificielle plutôt qu'une régulation mondiale. Peut-être un dernier point, on a déjà beaucoup de régulation au niveau national, parfois régional de l'intelligence artificielle, mais c'est souvent plutôt une régulation sur l'intelligence artificielle civile et non militaire. Jérôme Duberry, merci infiniment. Ils figurent tous les deux parmi les pères de l'intelligence artificielle. Mais leur regard sur l'évolution fulgurante de l'IA se distingue. Quand l'un se méfie des freins à l'essor de ces technologies, on a peur du risque, une peur de la part des législateurs, preneurs de décisions sur les conséquences et qui mènent à des réglementations qui parfois sont prématurées, sur des risques qui en fait n'existent pas et ça tue l'innovation. L'autre s'inquiète du développement en marche forcée de l'intelligence artificielle. C'est notre rôle collectivement de mettre des règles qui vont être les mêmes pour toutes les entreprises, parce que sinon ça va favoriser les entreprises qui sont les moins éthiques, parce qu'elles vont pas ralentir, elles vont pas prendre de précautions et elles vont avoir plus de parts de marché aux dépens potentiellement de la protection des droits de la personne, la protection du public. Et lorsque les outils aux facultés décuplées enthousiasment l'un, peut-être seront-ils plus intelligents que nous, mais ils travailleront pour nous. C'est un peu comme avoir une équipe qui travaille pour soi. Ouais. Bien sûr, quand on réunit une équipe, on veut des gens qui sont plus intelligents que nous pour travailler avec nous. Le risque que l'humain finisse par être dépassé par ses propres créatures préoccupe l'autre. Imaginez qu'il y ait des systèmes comme ça et qu'ils aient comme objectif, un de leurs objectifs, leur propre survie. Ça serait comme si on créait une nouvelle espèce sur Terre qui serait plus intelligente que nous. Ces systèmes-là pourraient prendre des décisions qui nous nuisent et même mettent en danger l'espèce humaine. Deux visions et beaucoup de questions qui alimentent le débat dans l'espoir commun d'un futur raisonné. Une dernière question. Est-ce que vous prévoyez de conquérir le monde? Non, bien sûr que non. Mon but dans la vie est d'aider les humains autant que je peux.